Aucun nouveau bachelier ne sera orienté dans les établissements privés d'enseignement supérieur. Le gouvernement met fin à l'élargissement de la dette due au CUDOPES, le cadre qui regroupe ces écoles. Les 57 130 bacheliers vont prendre tous la direction des universités publiques. 15% ou rien. Les travailleurs de la SDE avertissent les autorités sur le capital de la future société de gestion de l'eau. Ils ne veulent pas des 5% que le ministre de l'eau et de l'assainissement veut leur donner en partage avec l'ONAS et la SONES. Bandia en colère a marché pour réclamer 236 hectares de la forêt classée. Les populations demandent aux autorités de revoir le décret de déclassement au profit de la cimenterie du Sahel. R100, première équipe qualifiée en finale des phases nationales de Navetan. L'autre ticket oppose Dego de Kébémer à Yamatogne de Ziguinchor. La page des sports, ce sera avec Seydou Nourouba. Le tour du web, Oumar Mbow, nous serons dans le quartier vert de Youssouf Bodian. Bonne santé, Nafis Atousila. La chronique du jeudi, Abdoulaye Ndiaye. Et puis l'invité du soir, Souleymane Jomane, secrétaire général du SINTRAS, le syndicat national des travailleurs de la santé affilié à la CNTS. Entretien avec Jo Maron sur les pannes répétées de la radiothérapie, les plateaux techniques, les équipements dans les hôpitaux et la politique de santé du gouvernement. Telles sont les grandes lignes de cette édition. Dans un court instant, le développement. À la présentation, à la technique, Amadi Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'État a décidé de ne plus inscrire de nouveaux bacheliers dans les établissements privés d'enseignement supérieur. Cette année, les 57 130 candidats qui ont décroché le baccalauréat vont être orientés dans les universités publiques. Annonce du ministre de l'Enseignement supérieur, Cheikh Oumar Anne, a fait face à la presse ce jeudi après-midi à Diamniadio. Abdou Diouf Diagne. L'État du Sénégal a rompu son contrat avec les universités privées après plusieurs années de collaboration. Cette année, tous les étudiants vont être orientés dans les universités publiques. Cheikh Oumar Anne est le ministre de l'Enseignement supérieur. À l'issue de nos échanges et conformément à la décision du gouvernement du Sénégal d'orienter l'ensemble des nouveaux bacheliers 2019 dans les établissements publics de l'enseignement supérieur. À ce jour, sur les 57 130 nouveaux bacheliers, 52 200 ont déjà effectué leurs inscriptions. Pour accompagner cette décision prise par l'État, le ministre annonce ici quelques mesures. Le gouvernement s'est engagé à mettre en œuvre dans les meilleurs délais les actions suivantes. Terminer l'ensemble des infrastructures relatives au programme d'extension des universités. De terminer la construction et l'équipement des 100 laboratoires scientifiques. De terminer et réceptionner 7 ENO, espaces numériques ouverts. Concernant la dette due aux universités privées, l'État s'engage à les payer. Le gouvernement a retenu de respecter ses engagements au plan financier avec les établissements privés du supérieur qui accueillent des bacheliers que l'État y a orientés. Nous allons aussi continuer au cours de ces 2 prochaines années à solder et à régler les factures des étudiants de 2017 et 2018 qui sont déjà orientés dans ces établissements. Le ministre de l'Enseignement supérieur, qui faisait face à la presse dans son ministère à Diamniadio, a déclaré que beaucoup de filières dans ces universités n'ont pas reçu d'accréditation. RFM Rifisque, Abdou Diouf Diagne. Abdou Diouf Diagne, surtout toujours dans le secteur de l'éducation, les enseignants affiliés au syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation SADEF s'opposent à la décision du président de la République. C'est celle de nommer Cheikh Kanté pour le suivi et le pilotage du monitoring des accords signés entre les syndicats d'enseignants et le gouvernement. Il condamne par ailleurs l'interdiction du voile à l'institution Sainte Jeanne d'Arc et interpelle le gouvernement. Ibrahima Diamé. La nomination de Cheikh Kanté pour la coordination du monitoring des accords signés entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants n'est pas du tout du goût des enseignants affiliés au SADEF, selon le secrétaire général du syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation, Baïsar. L'ex-directeur du port n'est pas l'homme qu'il faut pour donner les résultats attendus. Notre organisation, le SADEF, recuse le fait que Cheikh Kanté soit choisi
ici pour piloter le monitoring des accords conclus entre le gouvernement du Sénégal et les syndicats d'enseignants. Nous pensons que c'est simplement instaurer un dilatoire qui ne dit pas son nom. M. Cheikh Kanté a été extérieur à tout ce processus. Il ne connaît ni les tenants ni les aboutissants par rapport à ces questions déjà conclues avec le gouvernement du Sénégal. C'est un accord déjà établi que le président de la République engage le gouvernement à appliquer les accords déjà conclus avec les syndicats d'enseignants. Depuis quelque temps, l'institution Sainte-Jeanne d'Arc défraie la chronique avec l'expulsion d'élèves voilés entraînant la colère de leurs parents. À ce sujet, le SADEF décline sa position et demande au gouvernement de prendre ses responsabilités pour le respect des lois régissant le système éducatif au Sénégal. Nous sommes dans un état démocratique et l'école au Sénégal est laïque et démocratique et toute méthode tendant à discriminer négativement les élèves ne doit pas être admise dans l'école. Tout doit être démocratique et tout doit se passer dans des conditions normales. Il faudrait également que l'on donne plus de considération à tout élève, qu'elle soit voilée ou pas. C'est une élève, elle doit apprendre, elle doit étudier. Le SADEF dit être ainsi en phase avec les parents d'élèves de l'institution Sainte-Jeanne d'Arc qui se sont regroupés en comité dénommé École pour tous pour rester en justice contre la direction de l'établissement. Ibrahim Djamé Kaolak, Radio Futur Média. 93.9, c'est la fréquence de RFM à Kaolack. Les travailleurs de la Sénégalaise des eaux continuent de réclamer 15% des actions de la nouvelle société Suez qui doit remplacer la SDE. Ils estiment le montant à 600 millions de francs CFA. Ces agents crachent sur les 5% proposés par le ministre de l'Eau et de l'Assainissement. 5% qui doivent partager avec l'Office national de l'assainissement du Sénégal, ONAS, et la Société nationale des eaux du Sénégal, SONES. Compte rendu de leur Assemblée générale d'information cet après-midi au Centre des métiers de l'eau. Mamadou Oumarba. Les travailleurs de la Sénégalaise des eaux veulent 15% des actions de la nouvelle société. Pas question pour eux de prendre les 5% ajoutés, encore moins de les partager. Iliman Diouf est le coordonnateur du cadre des syndicats de la SDE. Le cadre ministre Boubeycham nous a dit que le gouvernement accepte d'augmenter de 5% les 5% qu'on avait dans le DAO. Ils ont ajouté une conditionnalité qui est inacceptable pour nous, travailleurs de SDE. Nous, travailleurs de SDE, nous réclamons 15%. Ils ont fait un début de solution, mais ce début de solution est presque nul. Ces travailleurs refusent d'être les victimes collatérales des différends qui opposent la SDE et le gouvernement du Sénégal. Le contentieux né de l'attribution provisoire du contrat à Suez que SDE est en train de mener au plan juridique avec le gouvernement du Sénégal ne doit pas en aucune façon impacter négativement sur le personnel. Les syndicats de la Sénégalaise des eaux n'écartent pas de continuer le combat dans la rue si le gouvernement n'accède pas à leur requête. L'association des retraités du Sénégal authentique prend le contre-pied des syndicalistes qui exigeaient le départ du directeur général de l'IPRES, l'institution de prévoyance retraite du Sénégal. Mamadou Simbeng doit rester, selon le porte-parole de l'association. Mortala Mbaye est interrogé par Cheikh Anta Diop. L'ARS, la section qui a dénoncé, qui a organisé cette assemblée générale n'est pas authentique. Voilà l'ARS section de Thiès authentique qui est enregistrée au BSDA. Et cette assemblée générale, nous, on n'a pas été convoqués. Vous voyez que ce n'est pas réglementaire. On devait nous convoquer en tant qu'ARS authentique. Ils ont monté un bureau parallèle. L'IPRES même, certains patrons de l'IPRES ont monté un bureau parallèle. Donc ils étaient instrumentalisés. C'est sûr et certain. Parce que moi, ce que j'ai entendu de leur déclaration, c'est qu'ils accusent à tort le DG Amadou Diagne Simbeng. Parce que dans leur déclaration, ils oublient que Diagne Simbeng, d'après les textes de l'IPRES, qui sont obsolètes d'ailleurs, Diagne Simbeng ne fait que exécuter, mettre en œuvre les décisions du conseil d'administration. Donc, il devait s'en prendre au conseil d'administration et non à Diagne Simbeng. Où est donc la responsabilité du conseil d'administration dans tout ça? En ce qui concerne les bons de restaurants, à qui appartiennent les restaurants? Il faut voir ça. Ces gens-là, ils ont intérêt à ce que M. Diagne Simbeng, le directeur général, dégage. Il est 22h passées de 9 minutes. Vous suivez le journal sur RFM. Clin d'œil à nos auditeurs de Ndiaganiao. RFM 94.0, la radio en puissance.
Les habitants de Bandia ont marché pour protester contre le décret de déclassement de 236 hectares de la forêt classée octroyée à la cimenterie du Sahel. Ils déplorent le mutisme des autorités sur l'exploitation des carrières qui provoque, selon eux, beaucoup de dégâts dans leur localité. Abdourahmane Diallo. Hommes, femmes, enfants avec leurs brassards rouges et pancartes continuent à demander l'annulation du décret du déclassement de 236 hectares octroyés à la cimenterie du Sahel. Dr Mamcheikh Ngom habite Bandia. Nous avons constaté que de plus en plus, la forêt est en train de perdre ses valeurs écologiques et biogéographiques. Cette forêt couvrait une superficie de 11 000 hectares. Mais on se rend compte maintenant que ce qui reste accessible à la population ne représente même pas 100 ou 1000 hectares. Ces habitants de Bandia qui sont descendus dans les rues pour manifester leur colère ajoutent qu'à cause de l'exploitation du calcaire, plusieurs maladies cardiovasculaires sont signalées dans la localité. La santé aujourd'hui impacte la vie de nos populations. Les maladies respiratoires sont endémiques et nous avons deux parmi nous qui souffrent et qui luttent contre la mort. Il s'agit de Hassan Ndion qui est interné dans une clinique à Sindia et Abibou Loum qui est interné au niveau de Popenguine. Donc nous lançons un appel aux autorités pour dire que Bandia est tellement pollué que nos vies est aujourd'hui en danger. Ces habitants de Bandia dénoncent l'indifférence des ministres de l'Environnement et celui des Mines. Ils sollicitent une audience auprès du chef de l'État, RFM Bourg. Abdourahmane Diallo. 95.8, c'est la fréquence de RFM à Mour. Pénurie du vaccin contre le tétanos et le sérum dans plusieurs pharmacies. La situation dure depuis 3 mois environ selon certains pharmaciens. Pour d'autres, le vaccin est disponible, mais le sérum est en rupture de stock. Le reportage d'Aminata Dieng. Le constat est général. Il y a bel et bien rupture du vaccin et du sérum antitétanique. C'est une alerte lancée par un pharmacien qui n'a pas voulu se faire enregistrer et se désole de ne plus satisfaire cette demande. D'autres que nous avons rencontrés ont refusé de piper mou. À la grande pharmacie de Sam, le médecin nous confirme la pénurie du vaccin et du sérum, mais dit ne pas avoir le temps pour s'exprimer. Plus loin, à la pharmacie El Mansour, 6 sur le boulevard Dial Diop, la réponse est la même. Ils sont restés des mois sans avoir le vaccin ni le sérum, mais pas d'enregistrement. Enfin, un responsable de pharmacie qui accepte de nous parler. Sérum antitétanique et le vaccin. Oui, c'est vrai que ça fait un moment, à notre niveau, nous on n'a pas le SAT, le sérum antitétanique. Mais par contre le VAT, on a le VAT. Le vaccin est disponible, mais le sérum, ça fait un moment qu'il n'y en a pas. Cette rupture du sérum peut avoir des conséquences sur les patients atteints de tétanos. Le sérum antitétanique, c'est pour lutter contre le tétanos. Donc si le sérum n'est pas disponible, évidemment que si on a un malade qui est atteint par le tétanos, ça sera difficile de le guérir. Nos tentatives pour joindre la directrice de la pharmacie nationale d'approvisionnement sur la question sont restées vaines. L'insécurité gagne du terrain à Mbacké. Le défaut d'éclairage est une réalité dans plusieurs quartiers de la ville. En l'absence de solution des autorités municipales, des initiatives citoyennes tentent de faire face au problème. Le reportage de Marema Diop. Rue et boulevard dans l'ombre, c'est toute la commune de Mbacké qui est plongée dans le noir. L'éclairage public fait défaut selon des habitants qui s'insurgent contre cet état de fait. Il fait très sombre par ici, des vols sont notés tous les jours. Certaines personnes profitent de l'obscurité pour s'adonner à des pratiques répréhensibles. Les rues sont sombres, Mbacké est sale. Vraiment, nous sommes fatigués. Parfois, ce sont des jeunes armés par leur bonne volonté qui portent le combat contre la pénombre. Mortal Tal, l'un d'eux, avec ses propres moyens et ceux récoltés, est parvenu à éclairer quelques voies dans son quartier dit Gawane. C'est avec mes maigres moyens et ceux d'autres bonnes volontés que j'ai réussi à acquérir ces 10 lampes. Les habitants de la commune de Mbacké ont fait le terrible constat. Leur maire ne fait rien pour changer leur quotidien. Nous n'avons pas de maire. Abdou Mbacké Ndao n'a pas beaucoup changé le visage de notre commune. Il n'a pas beaucoup fait. Vraiment, Mbacké est très en retard. Tout le monde se plaint. Marema Diop, Mbacké,
RFM. Marema Diop, Koloban Arafat baigne dans l'insalubrité. Dans ce quartier de la banlieue de Dakar, les eaux usées plantent le décor quotidien. Le réseau d'assainissement est défectueux, empêchant l'évacuation des eaux pluviales. Les habitants de cette localité de Pikine Taliboumak craignent des conséquences sur leur santé. Reportage d'Ongoka. Est-ce que ça marche, les canalisations? On ne sait pas. C'est un véritable calvaire que vivent les habitants du quartier Koloban Arafat de Pikine Taliboumak. Ici, de nombreuses maisons sont devenues inaccessibles, les ruelles submergées par les eaux usées, rejetées à la surface par le réseau d'évacuation défectueux. Aaron Ndiaye constate avec amertume les désagréments. Ce sont les eaux de pluie mélangées aux eaux usées et les gens qui habitent aux alentours ne vivent pas et vous voyez vous-même, c'est dangereux. C'est un problème d'assainissement. Les gens ne dorment plus. Quand ça pleut, tout le monde est là. L'odeur nauséabonde qui échappe des eaux stagnantes empeste même l'atmosphère du quartier. Mbatiofal, assis sur une digue de protection érigée devant son domicile, craint les conséquences sanitaires. J'achète 300 francs d'eau de javel pour désinfecter, tuer les microbes, essayer de maintenir la propreté quand même. Il y a les mouches et tout. Depuis une semaine, on ne peut pas balayer, on ne peut rien faire. Vraiment, c'est désolant. Et c'est source de maladies, de maladies graves. Moi-même, j'ai dit à mes amis de ne pas venir me rendre visite, vraiment, parce que j'ai honte. Vraiment. Ils n'ont pas accès à la maison, quand même. Aram Ndiaye, gargotière, est aussi obligée de mettre en veilleuse ses activités pour des raisons d'hygiène. Dans ce quartier, les riverains disent en avoir marre de cette situation qui n'a que trop duré. Ils veulent des solutions définitives. Il faut que les autorités nous entendent et essaient vraiment de solutionner ça au moins. Mais ça, la solution n'est pas de venir pomper. Pikine, RFM. Lutte contre les violences basées sur le genre à Richard Toll. Le regroupement d'études de la population en collaboration avec l'UNFPA engage la bataille de la sensibilisation des populations. Des marches sont même en vue pour que de tels actes ne soient pas monnaie courante dans la commune. Mamadou Diagne. Halte aux violences basées sur le genre, c'est le cri de cœur lancé par le groupement d'études de la population en collaboration avec l'UNFPA. Tirant la sonnette d'alarme, ces organisations comptent mettre fin à ce fléau à travers des podiums communautaires en vue de sensibiliser la population. Ahmed Fall, coordonnateur des clubs EVF dans le département de Dagana. C'est en fait outiller la population sur des moyens pour lutter contre ces violences-là. Quels sont ces moyens? Les moyens, c'est que les gens puissent connaître ou bien reconnaître les types de violences qui existent. Les gens puissent tout simplement connaître la voie de recours en cas de violence faite aux femmes ou bien des violences faites à des hommes parfois. Malgré ces approches, le fléau sera difficile à éradiquer selon Ahmed Fall. Pour lui, la conscientisation de la population s'impose. On prône la communication au niveau de la population pour pouvoir tout simplement arriver à régler les problèmes sans pour autant s'atteler à certains types de violences. Donc, nous continuons à sensibiliser la population pour qu'au moins même si c'est une ou deux personnes qui seront sensibilisées, qui avaient pour idée de faire certaines violences, si ces personnes-là sont conscientisées et que ces personnes-là parviennent tout simplement se retenir par rapport à cela. Ne comptant pas baisser les bras, ces organisations n'excluent pas d'organiser des marches pour mettre fin aux violences basées sur le genre dans la commune de Richard Toll. Mamadou Diagne, Richard Toll, Radio Futur Média. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. Les insultes et injures sont bannies par la religion islamique. Serigne Mamor Mbacké, Ibn Serigne Murtada Mbacké prône le retour de l'orthodoxie de la pratique de l'islam. Il a dirigé la cérémonie officielle de la 44e édition du Magal des 2 Rakas de Saint-Louis. Mohamed Nabissila. Ce sont des enseignements de haute facture que Serigne Mamor Mbacké Ibn Serigne Murtada Mbacké a donné à l'occasion de la cérémonie officielle du Magal des 2 Rakas tenue à la place Faidherbe. Il a également prévenu contre le mélange de genres dans le rôle de direction qui n'est point un pouvoir mais plutôt qu'une responsabilité.
Celui qui dirige des structures, que ce soit une association ou une quelconque organisation, doit beaucoup mesurer la responsabilité plutôt que de comprendre qu'il exerce un pouvoir sur ses semblables. Les enseignements du saint homme étaient surtout d'adorer Dieu, Dieu tout seul, et de servir ses semblables selon les préceptes de l'islam. Nous devons méditer de toute manière les enseignements du cheikh si nous voulons continuer à être sur le droit chemin. À cette cérémonie de la 44e édition du Magal des Deux Rakas, le gouvernement était représenté par le ministre de la décentralisation Omar Gueye, accompagné de son collègue maire de Saint-Louis, Mansour Faye, RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Serigne Touba a séjourné à Kayar pendant 3 jours. C'est tout le symbole qui entoure le Magal des Deux Rakas dans cette commune du département de Thiès. Des milliers de fidèles mourides se sont donné rendez-vous pour commémorer l'événement. La correspondance de Cheikh Anta Diop. Serigne Touba Cheikhoul Khadim a eu à séjourner à Kayar pendant 3 jours pour rendre hommage au fondateur du mouridisme. Kayar était la principale attraction à l'occasion de la commémoration des Deux Rakas. Morsek, le coordonnateur du comité d'organisation. Donc Serigne Touba, son séjour ici à Kayar, la localité dont on a effectué la prière, il a fait séjourner pendant 3 jours en faisant des prières. Les gens, autant ils allaient à Saint-Louis, mais comme Kayar est plus proche de Saint-Louis et Kayar organise depuis 1995, donc il décide cette année et dans les années à venir de rester à Kayar. Le maire de Kayar, Alioune Ndoye, a plaidé pour une assistance des autorités. Selon lui, les Deux Rakas sont plus qu'un rassemblement. On lance un appel encore aux autorités étatiques pour leur dire que l'événement prend de l'ampleur et que pour cela, il nous faut un CLD ou bien même un CDD pour préparer l'événement. Parce que c'est le département de Thiès, dans tout le département de Thiès, à Kayar seulement qu'on célèbre l'événement des Deux Rakas de Serigne Touba. Et que Serigne Touba a fait 3 jours à Kayar avant d'aller à Saint-Louis. C'est en 1883. Et donc, nous, le département de Thiès, on demande à l'État, au préfet et aux autorités administratives de prendre les dispositions pour qu'à l'arrivée de cet événement, qu'on puisse convoquer un CDD pour pouvoir, ou bien un CLD pour pouvoir se réunir, prendre les dispositions utiles et nécessaires pour que aussi l'événement puisse se passer dans de très bonnes conditions. Que les pèlerins qui viennent puissent être accueillis dans de très bonnes conditions et repartent dans de très bonnes conditions. La cérémonie officielle de cette 24e édition a été le point d'orgue de la célébration de cette fête religieuse. De nombreuses autorités ont assisté à cette rencontre religieuse. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Le Magal des Deux Rakas célébré à Tambacounda, la communauté mouride a récité le Saint-Coran et lu des Khassaïs, c'est-à-dire des chants religieux écrits par Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, le guide du mouridisme. Moussa Oumar Gueye. Le récital du Saint-Coran et la lecture des Hassidas ont marqué la commémoration du Magal des Deux Rakas de Serigne Touba Khadim Rassoul à Saint-Louis. La communauté mouride de Tambacounda a joué sa partition à la grande mosquée sise au quartier dépôt Ousseynou Babou et le porte-parole de l'imam Thierno Birahim Silla. C'était en 1895, nous sommes en 2019, ça fait 124e année, 124 ans. 6 fois le Coran a été récité. Les Khassaïd en ont pu finir parce que le cheikh a été exilé le 25 septembre 1895 parce qu'il a reçu là-bas 186 épreuves. Donc pendant 33 ans, le cheikh était de privation de liberté. Mais chaque année, la communauté musulmane, la communauté mouride célèbre ces Deux Rakas. L'imam de la mosquée mouride exhorte les disciples à respecter les préceptes de l'islam et au retour vers le Créateur. L'imam Birahim Silla a formulé des prières pour un bon hivernage, pour la paix et la stabilité nationale. Moussa Oumar Gueye, Tambacounda, Radio Futur Média. Moussa Oumar Gueye, Tambacounda 93.2, la fréquence de RFM, la radio Futur Média. Bonsoir, Seydou Nourouba. Bonsoir, Moudou Mardion. Et oui, 22h23, les sports. Que nous démarrons avec les phases nationales. Ersan Thiès, première équipe à se qualifier en finale après avoir battu UAR de Kaolack par tir au but. On attend à marre de voir l'autre équipe qui va rejoindre en finale Ersan Thiès. 0 but partout à la mi-temps entre Dégout Kébémer et Yamotogne de Ziguinchor. Nous parlons, Seydou Nourouba, du président de l'ONCAV qui tire un bilan positif des phases nationales, bilan à mi-parcours. 68 matchs joués, 121 buts marqués, 97 cartons jaunes, 9 cartons rouges. 2 buts marqués par match, 29 millions 202 000 francs CFA de recettes ont été réalisés. Écoutons à ce propos Amadou Kano, micro d'Abraham Paul Pouy.
Pour les seniors, le nombre de matchs disputés jusqu'au quart de finale, c'est 68 matchs qui ont été disputés. Le nombre de buts marqués, 121 buts. Le nombre de cartons jaunes donnés, 97. Le nombre de cartons rouges, 9. Donc là, si on fait une étude, c'est au moins 2 buts par match. Nous pensons que c'est une bonne performance. L'autre aspect important, c'est en 20 jours que toutes ces compétitions-là ont été organisées. Le total donc de billets, 500, que nous avons vendus depuis que nous avons commencé jusqu'à aujourd'hui, 54 204. Ça équivaut à 27 102 000. Les billets de 300, c'est 5 815. Ça équivaut à 1 740 500. Les billets de 1500, c'est 237. Ça équivaut à 355 500. Les billets de 1000 francs, c'est 649. Ça équivaut à 649 000. Donc, au total, c'est recette brute de 29 202 000. Maintenant, dans ces recettes-là, effectivement, il y a des charges organisationnelles. Donc, les charges totales, c'est 17 747 085. Nous avons eu une retombée directe au niveau de notre trésorerie de 11 454 915. Nous allons parler, Seydou Nourouba, des caisses de la Fédération sénégalaise de football qui sont bien gonflées. Très bien. Oui, parce que près de 2 milliards de francs CFA de recettes totales, des dépenses qui sont estimées à 553 millions de francs CFA, mais soit un total positif de 1 milliard 400 millions de francs CFA. C'est le bilan de la Fédération sénégalaise de football à la CAN Égypte 2019. À travers un communiqué, la Fédé a fait état de la réorganisation de l'administration fédérale, la subvention de la Ligue Pro, entre autres. Abdoulaye Diop a parcouru pour nous communiquer. Face aux difficultés financières de la Ligue sénégalaise de football professionnel, le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football a décidé de subventionner la Ligue à hauteur de 150 millions de francs CFA pour que cette dernière puisse démarrer ses activités. Le comité a décidé d'adopter une démarche commune en direction des sponsors et partenaires, de même que vers l'autorité étatique pour le règlement de la question du financement durable du foot pro. La décision a été prise lors de la réunion du comité pour tirer le bilan de la participation de la CAN, une participation qui a gonflé les caisses de l'instance avec des recettes de près de 2 milliards de francs CFA. Par ailleurs, le comité a fait état de la réorganisation de l'administration fédérale. La Fédération sénégalaise de football a aussi marqué sa satisfaction suite à la bonne organisation des phases nationales des petites catégories tenues à Kaolack et Fatick du 19 au 28 août 2019. Le comité exécutif a entériné également la proposition du conseil d'administration de la Ligue de football amateur de dénommer la Coupe du Haut Conseil des collectivités territoriales Coupe Ousmane Tanor Dieng et marque son accord pour qu'elle se tienne du 6 au 12 janvier 2020 à Mbour. Abdoulaye Diop, Seydou Nourouba, nous parlons de la 3e défaite des Lions au mondial de basketball, une défaite qui s'explique. Oui, selon Momar Ndoye, un des joueurs de l'équipe qui a du mal, il dit que l'équipe a du mal à se remobiliser en deuxième mi-temps et a subi l'intensité de l'équipe adverse. Nous écoutons Marndoy avec Sora Cham. On est bien rentré dans le match au premier quart-temps. Après, dans le deuxième quart-temps, ils ont été plus durs que nous. On a subi. Et après, l'écart, il s'est fait là. Et mentalement, on a baissé. Et après, on n'a pas su se remobiliser pour la deuxième mi-temps. Et on n'a pas pris des rebonds. Ils nous ont dominé au rebond. Donc ça s'est joué là-dessus, le rebond. Et puis la deuxième mi-temps, quoi, qui nous fait mal. Parce qu'on est dans le match à la mi-temps. Donc, Et qu'est-ce qui vous a fait un peu lâcher lors du deuxième quart-temps ? C'est pas lâcher, c'est que on a subi leur intensité, ils sont montés et nous on n'a pas su revenir en deuxième mi-temps plus fort. Et c'est juste ça qui a fait la différence. Ça s'est vu au rebond offensif, ils ont eu beaucoup de deuxième chances, donc ils ont fait la différence là-dessus. Maintenant il reste les matchs de classement. Est-ce que là vous serez fort mentalement pour espérer de victoires ? Ah oui, on a perdu 3 matchs, on revient dans une Coupe du Monde, on va essayer de repartir au moins avec une victoire. Donc on va se remobiliser pour les 2 prochains matchs qui arrivent et contre l'Allemagne et la Jordanie, on va essayer de faire quelque chose, oui. Voilà Marc, c'est la fin de cette page des sports. Merci beaucoup, Seydou Nourouba. Le tour du web sur RFM. Oumar Mbow. Bienvenue. Accident à Dagana. Un car qui transportait l'équipe de Navetan se renverse. C'était un Ndiagandiaï transportant des joueurs de la SNDR de la zone 16 de Dagana. Pas de mort, mais plusieurs blessés, bicheronleral.net. À la une de emedia.sn, 8 Sénégalais morts lors du pèlerinage à la Mecque 2019. Parmi ces disparus, le porte-parole de la famille de Medina Gounas, Tierno Abdul Aziz Ba. À la une de igfm.sn, la délégation générale au pèlerinage au liaison de l'islam dirigée par le professeur Abdul Aziz Kébé a trouvé satisfaisant l'organisation et le déroulement du Hajj 2019.
Non-paiement des salaires des députés, le premier questeur à l'Assemblée nationale demande le député Cheikh Bara Dolly, s'exclame Budset.com. Daouda Dia fait savoir que l'institution n'a pas un problème de budget, contrairement à Cheikh Bara Dolly qui déclarait que les députés n'ont pas reçu leur salaire du mois d'août. Le même site fait savoir que la maison d'arrêt et de détention des mineurs n'est pas concernée par le surpeuplement carcéral. Le centre de Frombé de Anne, qui a une capacité d'accueil de 100 détenus mineurs, compte actuellement 102 détenus. Mais pour la directrice Mbombesen, la situation va vite se décanter puisque 2 procès sont prévus dans les jours à venir. Actualité hors de nos frontières, l'Afrique du Sud a temporairement fermé ses missions diplomatiques au Nigeria à la suite d'attaques de représailles déclenchées par les violences xénophobes en Afrique du Sud. Information à lire sur BBC Afrique. Sport football sur Métro Dakar, la FIFA et la FIRBRO, syndicat international des joueurs, ont dévoilé la liste des nominés pour l'équipe type de l'année 2019. Kalidou Koulibaly et Sadio Mané en font partie. La Fédération sénégalaise de football annonce une subvention de 150 millions de francs CFA à la Ligue professionnelle de football. 3 matchs, 3 défaites, le Sénégal est éliminé de la Coupe du monde de basketball Chine 2019. Information à retrouver sur YouSport. Tour du web, c'est fini. Merci à vous. Merci Oumar Mbow. Nous entrons dans le quartier vert de Youssouf Bodian. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. La série d'incendies qui brûlent la forêt de l'Amazonie inquiète le monde. Notre correspondant au Brésil nous aide à comprendre ce qui arrive à la plus grande réserve forestière au monde, Detouba Mdiaya. Le poumon vert de la planète est en fumée où les incendies sont en train de dévaster l'Amazonie brésilienne depuis le mois de juillet dernier. Des vents puissants ont attiré la fumée de feux de forêt qui brûlent dans les états d'Amazonas et de Rondônia, distants de plus de 2700 km. L'ampleur du drame est telle que la fumée est même visible depuis l'espace. Une immense satellite impressionnante, relayée par la NASA et l'Institut brésilien de recherche, montre la couche de fumée causée par les incendies successifs au-dessus des États brésiliens. Pour les raisons qui expliquent les incendies qui ravagent actuellement l'Amazonie, il en est une liée directement à notre assiette. La majorité des feux ont en effet été allumés par des propriétaires de ranches et des braconniers qui libèrent ainsi l'espace pour l'élevage et la culture de soja destinée à nourrir le bétail et l'exportation. Cette pratique est ancienne au Brésil, où les fermiers attendent la saison sèche pour allumer des feux. Mais cette année, le nombre d'incendies en Amazonie est supérieur à 80% l'année dernière. Cela pourrait s'expliquer par le sentiment d'impunité dont jouissent les fermiers depuis l'élection à la présidence de la République de Jair Bolsonaro qui encourage cette pratique. Les multinationales veulent boycotter le Brésil à cause de la grande répercussion mondiale sur la déforestation et l'incinération de l'Amazonie qui seront les premiers signes d'impact commercial. Outre tous ces problèmes, il y a les questions géopolitiques qui englobent l'Amazonie. La forêt amazonienne s'étend d'une superficie de 6,9 millions de kilomètres carrés, la plupart dans le territoire brésilien avec 4 millions. Les 2,9 millions restants sont divisés entre la Bolivie, la Colombie, l'Équateur, la Guyane, le Pérou, le Suriname et le Venezuela, sans compter la France avec son territoire d'outre-mer qui est la Guyane française. Tetouba Mdiaye, correspondant de la RFM au Brésil. Chez nous, le camp climat 2e édition a réuni une centaine de personnes venues de différents pays. L'objectif, les former aux enjeux des changements climatiques, selon la coordonnatrice du camp climat, Maria Diallo. Cette année, c'était la 2e édition qui a rassemblé plus de 300 personnes, dont des Sénégalais, des Algériens, des Français, des Belges, des Ivoiriens, Malgaches, Comoriens et Béninois. Donc on était près de 10 nationalités au niveau de l'aire marine protégée du Bambou qui a abrité cette 2e édition. Le camp climat est organisé par 4 organisations. Alternativa Dakar, les éclaireurs du Sénégal, le CNCR et l'association Nebedaï. Pendant 10 jours, les participants ont pu profiter de formations sur les enjeux des changements climatiques, mais aussi sur les techniques de communication, sur les stratégies de campagne et des plaidoyers, également aux méthodes de fonctionnement des mouvements citoyens. Ce programme théorique a justement été enrichi par des ateliers pratiques qui permettent aux participants d'avoir des compétences pratiques qu'ils pourront
pourront appliquer une fois de retour chez eux, par exemple sur les techniques de plantation d'arbres, sur l'initiation au compostage, mais aussi sur la permaculture. On est dans une zone, le delta du Saloum, qui est très affectée par les conséquences des changements climatiques. On voit de façon nette l'avancée de la mer, l'érosion côtière. De ce fait, il a été important pour nous de faire participer les campeurs à ces efforts de lutte contre les changements climatiques par des pratiques et des savoirs endogènes. De ce fait, ils ont participé à des opérations de reboisement, notamment sur l'île de Sipo, mais également au niveau de l'aire marine protégée du Bambou, avec le reboisement de plus de 2000 palétuviers. L'autre action de soutien aux populations locales, c'est aussi la construction d'un bloc de 6 toilettes sur le campement écotouristique Cœur Bambou. L'autre innovation de ce camp a été la participation des enfants. Ils ont pu profiter d'activités pédagogiques et ludiques. Maria Diallo, coordonnatrice du camp à climat. 80 biodigesteurs ont été installés dans les villages de Kermbay 1 et 2 et à Ariwele dans le département de Dagana. En plus de préserver la forêt, ces biodigesteurs vont améliorer les conditions de vie des populations. À la semaine prochaine, même heure, même quartier, même planète. Santé Nafissatou Silla. Bienvenue. Une compression médulaire est une déformation de la moelle épinière due à un hématome, une tumeur, une simple hernie discale ou même un accident de la circulation. Et nous savons bien que la moelle épinière joue un rôle important dans la transmission des messages et des influx nerveux, mais si elle subit une lésion, des troubles sensitifs ou motrices peuvent survenir. Quand ça arrive, le neurologue et le neurochirurgien interviennent pour lever l'obstacle avec une intervention chirurgicale. Après convalescence, place à la rééducation et à la réadaptation fonctionnelle. Cher Sec, physiothérapeute et kinésithérapeute à l'hôpital général de Grand-Yoff. D'abord faire ce qu'on appelle un bilan. Ça permettra de voir les troubles sensitifs comme aussi moteurs. On va voir les déficits de la personne. C'est une personne qui peut se tenir debout ou qui ne peut pas se tenir debout. C'est une personne qui peut marcher ou qui ne peut pas marcher. C'est une personne, si vous le touchez, il le sent ou il ne le sent pas. La paraplégie et la tétraplégie sont des conséquences de cette même lésion qui peut être atteinte au niveau variable, au niveau cervical, au niveau dorsal, comme ça peut être au niveau lombaire. Ces éléments du bilan permettent de définir le protocole de traitement qui nécessite une approche pluridisciplinaire. La rééducation parfois peut durer pendant 2, 3 ou même 4 ans. Ce qui est important, c'est l'évolution par rapport à la situation. Maintenant, il y a aussi des éléments sur lesquels on doit tenir compte, c'est-à-dire les complications. C'est sûr qu'il y a des troubles majeurs liés au décubitus, genre escar, genre troubles respiratoires, des troubles vésico-sphinctériens. Par exemple, la personne ne peut pas retenir ses urines et aussi ses selles. Et pour tous ces éléments, il est impératif que le rééducateur, comme aussi tous ceux qui interviennent pour ce malade, l'infirmier, l'ergothérapeute, le médecin, tous ces éléments-là sont d'une importance capitale dans le cadre de la prise en charge de ces malades. De nombreux blessés médulaires ont été victimes d'accidents de la circulation, phénomène récurrent, occasion pour notre rééducateur de lancer une alerte pour les premiers secours. Que les gens ne savent pas comment transporter un malade et comment aider un malade. Il arrive parfois qu'il y ait un accident de la circulation. Les gens tirent sur les personnes. La plupart des gens, c'est là où il y a les ruptures au niveau médulaire. Et beaucoup faire attention. Quand on arrive dans un lieu où il y a un accident, demandez d'abord à la personne s'il sent ses jambes, s'il sent ses mains. S'il y a des difficultés à sentir, il ne faut pas toucher. Mieux vaut laisser ceux qui sont préparés dans certains accidents, qu'on découpe complètement les véhicules pour permettre de transporter le malade sans pour autant aggraver le problème médulaire. C'est tout pour Bonne Santé. Rendez-vous à très bientôt. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente santé. La chronique du jeudi, Abdoulaye Ndiaye. Aussi paradoxal que cela puisse paraître au pays où l'on a vaincu l'apartheid de l'Afrique du Sud, il n'y fait pas bon d'être étranger africain. Les appels à chasser du noir immigrant qu'on y lance doivent bien retourner Nelson Mandela dans sa tombe du flanc d'une colline de sa localité familiale de Kinou dans le sud du pays. La réalité d'une société arc-en-ciel qu'il a su insuffler à sa communauté laisse aujourd'hui place à une violence dirigée contre des frères africains. Ils sont ceux qui viennent d'autres pays du continent attirés par le mirage sud-africain. On ne compte plus le nombre de victimes dans cette diaspora. Un décompte macabre les évalue à des centaines de morts dans la période allant de 2015 à 2019.
Ils n'ont eu, hélas, que le tort d'être bouc émissaire, désignés sans raison comme les uniques responsables de la pauvreté et du chômage endémique des populations locales. Des populations qui, à travers des fouilles meurtrières, manifestent une déception après la fin des années de ségrégation en 1994 et qui font ainsi porter tous les maux liés à une situation difficile aux étrangers africains, tantôt qualifiés de trafiquants de drogue, de voleurs ou simplement de ceux qui prennent l'emploi des nationaux. Des accusations à l'origine des vagues de xénophobie que le gouvernement de Pretoria semble impuissant à contenir. Parce que ce gouvernement demeure également démuni devant la demande sociale de près de 56 millions de Sud-Africains. On entend certains observateurs affirmer tout de go que 25 ans d'apprentissage démocratique ne peuvent suffire pour corriger rapidement 3 siècles d'inégalité sociale. Ne s'agit-il pas là d'un raccourci tendant à justifier un chômage de près de 27% avec une espérance de vie qui ne dépasse pas 56 ans et une croissance annuelle située à près de 2%, donc trop modeste pour atténuer l'état de pauvreté des couches populaires. Nous pourrions ajouter à cela une chute des cours des matières premières produites par l'Afrique du Sud, la fermeture de nombreuses mines jusqu'ici source d'emplois de masse, ainsi que des choix de politique économique hasardeux connus durant la gouvernance Zuma. Il mire ces choix politiques bien des investisseurs dans une posture de méfiance. Des facteurs internes ou externes qui ont contribué sans doute à accentuer paupérisation et injustice sociale. Il ne saurait pour autant justifier des pogroms africains perpétrés par les populations sud-africaines des villes de Johannesburg, de Pretoria ou de Durban. Face à l'inefficacité des autorités publiques à y mettre un terme, il est du devoir de l'instance africaine de condamner de tels actes, de procéder à un rappel à l'ordre à l'endroit des gouvernants pour que cesse l'enfer de la diaspora du continent en terre sud-africaine. RFM, l'invité. 22h41, l'invité de RFM Soir, Souleymane Jo Mané, secrétaire général du CNTRAS, le syndicat national des travailleurs de la santé affilié à la CNTS, la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal. Il répond aux questions de Jo Maroun. Souleymane Jo Mané, bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, on a remarqué beaucoup de problèmes dans nos hôpitaux. Le dernier en date, c'est un peu la panne d'une machine de Dalal Jam, une machine de radiothérapie. Quelle est l'analyse que vous avez de cette situation? Merci de m'avoir invité. En fait, le problème, je pense qu'il est global. Nous l'avions dit et nous ne cesserons de le dire. C'est vraiment regrettable. Si vous vous souvenez, il y a quelques mois, ce problème de radiothérapie s'était posé à l'hôpital de Dantec. Et il a fallu évacuer des malades sur le Maroc pour leur prise en charge. Entre-temps, l'État avait investi des milliards pour acheter des machines de radiothérapie et les installer et à le Dantec et à Dalal Jam. Aujourd'hui, nous ne sommes pas au bout du tunnel. Nous courons encore et de praticiens, on est arrivé à un problème d'installation. Et à chaque fois, c'est un problème qui apparaît et qui fait en sorte que la machine ne marche pas. Je pense que c'est vraiment regrettable. Un système de santé, c'est une cohérence d'une vision qui est mise en œuvre. Malheureusement, ici, pour régler des problèmes politiques, on scinde les problèmes, on prend un singleton, une personne, 2, 3, un groupe pour régler un problème. Et entre-temps, il y a d'autres problèmes qui sont annexes à ce problème qui attendent. Aujourd'hui, en tant que syndicaliste, quel est l'état des lieux que vous pouvez faire concernant le secteur de la santé? Moi, je pense que le secteur de la santé, de manière globale, il y a un gros problème, ça ne marche pas. Pourquoi vous dites ça? Ça ne marche pas. Pourquoi le problème? Pourquoi ça? Parce qu'il n'y a pas un système de politique, il n'y a pas une politique de santé hospitalière définie. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Au moins, au niveau de la santé publique, il y a une organisation, il y a un système qui est mis en place, qui est cohérent. Ce système-là, il est exécuté au niveau de tous les districts. Et c'est de manière cohérente, et les évaluations se font de manière régulière. Mais au niveau des hôpitaux, tel n'est pas le cas. Aujourd'hui, on le crie à bas et à bas pour dire qu'il faut mettre en place un système de santé au niveau des hôpitaux. Malheureusement, il n'y en a pas. Chaque hôpital, je dis bien chaque hôpital, élabore son grand à partir d'un plan qui est appelé le projet d'établissement. Et ce sont ces projets d'établissement en fait qui sont validés, qui nous permettent, nous, de travailler sur une durée de 3 à 5 ans. Et au bout du compte, il faut évaluer.
pour voir qu'est-ce qu'il y a à faire. Mais dans ce projet également, il y a des paramètres qui ne sont pas pris en charge, malheureusement. Quels sont ces paramètres? C'est dans le cadre de l'évolution des soins. Il y a quand les nouvelles pathologies apparaissent qui n'ont pas été prises en charge, entre-temps, qu'est-ce qu'il faut? Il faut apporter des réaménagements au plan budgétaire, au plan de l'organisation, mais également au plan du recrutement des personnes. Mais malheureusement, quand ces situations apparaissent en cours de budget, c'est un black-out. Nous n'avions pas les moyens. C'est pourquoi la question des urgences qui est aujourd'hui posée ne saura trouver sa réponse que dans une approche de politique globale. Tant qu'on n'aura pas mis en place une politique de santé hospitalière qui prendrait en charge toutes ces questions, la question de l'urgence ne peut pas être isolée aux autres questions. C'est des questions qui connexes, qui vont ensemble. Et malheureusement, j'ai l'impression que les gens parlent souvent d'urgence en occultant les autres questions qui sont liées à ces questions d'urgence. C'est pourquoi ça ne marchera pas. C'est une vision. Cette vision politique n'est pas la meilleure. Souleymane Jomane, vous dites que le secteur ne marche pas. Qu'est-ce que maintenant vous proposez pour une amélioration du secteur de la santé? Je ne suis pas de ceux-là qui pensent qu'il faut aller vers des assises. Parce que les problèmes sont connus, les documents sont là, les propositions sont faites. Je pense qu'il faut d'abord l'élaboration d'une politique de santé hospitalière. Ça, c'est un. Il faut également penser à l'organisation des hôpitaux. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, il faudrait que l'hôpital, ceux qui sont à Tambacounda, puissent recruter le personnel qui va travailler à l'hôpital de Tambacounda à partir de la région de Tambacounda. Que les appels d'offres se font à Tambacounda et que les postes budgétaires soient disponibles à Tambacounda. Pour qu'un agent qui est recruté pour l'hôpital de Tamba sache qu'il est recruté pour l'hôpital et c'est à Tamba qu'il va travailler. Maintenant, demain, s'il a besoin de bouger, de demander une mutation, il peut demander à aller à Saint-Louis, parce qu'entre-temps, il y aura des relations interhospitalières qui permettront les mouvements du personnel. Mais que les postes budgétaires soient logés dans les régions. C'est pourquoi nous avions proposé à l'époque la mise en place des directions régionales de santé. Mais jusqu'à présent, cela tarde à se faire. Est-ce que ça revient toujours sur la table, cette proposition? Mais nous ne sommes pas écoutés. Et c'est dans 20 ans peut-être que les gens nous entendront pour dire que les syndicats l'avaient dit. Je pense qu'on n'a pas à perdre du temps. Si vous voyez qu'aujourd'hui les gens ne veulent pas rester dans l'intérieur du pays, c'est simple. Parce que dans l'intérieur du pays, il n'y a rien. Est-ce que vous trouvez aussi normal quand même qu'un fonctionnaire qu'on affecte quelque part à l'intérieur du pays vous dise que non, je préfère rester ici à Dakar? Est-ce que c'est normal aussi? Il faut qu'on arrête de dire aux gens, c'est pas de cette manière que les problèmes se posent. Il y a une évolution des sociétés, il y a eu des mutations. Aujourd'hui, l'État ne peut plus, c'est-à-dire que l'État central ne peut plus continuer à fonctionner comme ça. Il y a des réalités qu'il faut prendre en compte. Aujourd'hui, c'est de dire il faut décentraliser la gestion de l'État. L'État central, là, il faut qu'on arrive à décentraliser sa gestion. Mettre dans les régions des directions régionales qui gèrent ces questions de ressources humaines. Ça ne peut pas être géré au niveau du niveau central. Il faut qu'on décentralise. Moi, je pense qu'il faut déléguer des pouvoirs, permettre à ceux-là qui sont à la direction régionale installée à Saint-Louis, par exemple dans la région de Saint-Louis, de pouvoir recruter du personnel à partir de là-bas et de les gérer à partir de là-bas. C'est comme ça que les choses peuvent aller. Parce qu'en ce moment, les gens qui vont postuler, ils le postuleront en connaissance de cause, en sachant qu'en allant à Saint-Louis, ils ne pourront travailler qu'à Saint-Louis. Parce qu'ils ont été budgétisés à Saint-Louis. Et ça, c'est simple. Mais l'État, même en France, les pays les plus développés, aujourd'hui, vous avez en France une fonction publique hospitalière. Vous avez une fonction publique hospitalière. Pourquoi ne pas aller vers une fonction publique hospitalière? Permettre aux gens, mettre en place une fonction publique, permettre à tout ce monde-là qui voudrait en fait postuler dans le cadre de la santé, de pouvoir le faire dans le cadre d'une fonction publique hospitalière. C'est possible. Et ça, non seulement ça règle les problèmes de recrutement, mais ça règle le problème de gestion des carrières et les problèmes de mouvement. Ça permet également aux compétences de pouvoir travailler en des endroits différents et sur l'étendue du territoire. Ça, c'est important. Mais quand on veut tout confier à l'État central, les choses ne marcheront pas. Ce mastodonte-là, il faut qu'on l'écrase, qu'on retourne à un système classique
qui consisterait à déléguer les pouvoirs aux directions régionales. C'était ça notre vision en tant que syndicat. Nous l'avions proposé, nous avions obtenu un protocole d'accord là-dessus, mais jusqu'à présent, dans le cadre des réformes, rien n'a été fait. Je salue ce qui a été proposé récemment par le ministre de la Santé, c'est-à-dire mettre en place une direction régionale des établissements de santé. C'est une bonne chose, mais il faut y mettre un contenu. À votre avis, il n'y a pas de contenu, c'est ça? Non, le contenu, je ne le sais pas. Nous avions été à des ateliers. Malheureusement, quand les décisions étaient arrivées à maturation et qu'on devait les prendre, nous n'avions pas été associés. C'est pour vous dire aujourd'hui que nous ignorons tout du contenu de ces directions. Nous voudrons en savoir. Nous n'avions pas été rencontrés par le directeur, celle qui a été nommée à la tête de cette direction. On n'a pas encore eu depuis qu'elle est là. Je me porte en faux contre cette attitude qui consiste à penser que les gens, quand ils sont dans leur bureau, ils doivent pouvoir tout seuls décider de tout. Ça ne peut pas se faire. Nous ne sommes pas sortis de X nihilo. Nous sommes des acteurs du secteur de la santé. Nous sommes parmi nous. Il y a des infirmiers, des sages-femmes, des médecins, etc., etc. Il faudrait qu'on en tienne compte parce que c'est cela le personnel opérationnel qui travaille au chevet des malades. Qui ne tient pas compte de leur avis. On va aller au mur. Souleymane, ça ne marchera pas. Souleymane Jomane, le bateau Africa Ships qui est là donc au Sénégal pour plusieurs mois déjà, une belle initiative, non? C'est une belle initiative, mais je pense que je ne suis pas tout à fait convaincu, moi, de l'arrivée de ce bateau. Qu'est-ce qui vous dérange? Qu'est-ce qu'on soigne là-bas? Quels sont les moyens qu'on a mis pour prendre en charge ce personnel-là? Est-ce que si on le fait pour 1 mois, 2 mois, les autres années, qu'est-ce qu'on fera? Des Sénégalais qui seront atteints de différentes pathologies qui vont être soignées à ce niveau. La prise en charge, légalement, ça se posait, et le suivi, c'est un problème. C'est une bonne chose que certains Sénégalais qui n'ont pas les moyens puissent être pris en charge. Ok, c'est une bonne chose parce que vraiment ça relève à améliorer leurs conditions de santé. C'est une bonne chose. Mais le suivi est important. Quel est aujourd'hui le remède que vous mettez sur la table pour soigner le secteur que vous considérez comme un secteur malade? Moi, je pense qu'il faut définir une politique de santé hospitalière de la même manière qu'on a défini une politique de santé publique. Et y mettre les moyens humains et le moyen matériel. Si on ne les met pas, les choses ne marcheront pas. Pourquoi je parle des moyens humains? Parce qu'il nous faut des gens qui soient capables de diriger ces structures. Je pense que, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, il y en a quelques-uns qui peuvent diriger, qui sont très compétents, dont je reconnais leurs compétences. Il y en a, ça existe, aussi bien parmi les directeurs que parmi les praticiens. Des gens très compétents. Mais il faut qu'on leur donne les moyens. C'est les moyens qui manquent. C'est la définition de la politique qui manque. Nous n'avions pas une orientation. Allez-y à l'hôpital de Fan ou bien d'Anteg ou bien dans un autre pays. Dites-leur qu'est-ce qu'ils font de comparable. Quelle est la politique définie de notre pays qui consiste et qui leur permet d'atteindre un objectif. Et que cet objectif est fixé sur quelle année? Ça n'existe pas. Il faut qu'on vise un horizon. Qu'on se dise d'ici 2030 ou 2025, voilà ce que nous voulons en termes de santé dans notre pays. Mais aujourd'hui, cette vision, elle n'est pas déclinée. Aujourd'hui, où en sont les revendications que vous avez posées sur la table des autorités? Nous avions signé des protocoles depuis 2010 et 2014. Le point le plus important que nous pensons comme étant le plus important, et les plus importants autant pour moi, c'est le système de rémunération que nous attendons de l'État, parce que l'État... le président de la ville nous avait dit que cette question avait été soumise à une étude et que les études avaient pris fin. Jusqu'à présent, nous attendons les mesures qui doivent tomber au profit des travailleurs par rapport à ce système de rémunération. Ça, nous l'attendons et jusqu'à présent, rien n'est fait. On ne sert que des discours. Nous attendons que la matérialisation des faits et du concret, nous attendons sur cette question. Deuxième revendication, c'est l'indexation des primes et indemnités sur la pension de retraite également, qui est un accord que nous attendons, dont nous attendons l'application. Nous avions également en sus de cela la question du relèvement de niveau à l'INDTS. Cette question, nous avions des techniciens supérieurs aujourd'hui qui attendent que leurs questions soient résolues par rapport à cette question. Jusqu'à présent, c'est un blackout. Nous tournons en rond. Et hier, on avait un Premier ministre avec lequel nous faisons des évaluations par rapport à cette plateforme. Aujourd'hui, on n'en a pas. On n'a presque pas d'interlocuteur. On n'en a pas. Parce que c'est des questions transversales que vous ne pouvez pas régler avec un seul ministre. On ne peut pas régler ces questions-là rien qu'avec le ministre de la Santé. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, ils ont procédé à ce mois-ci à des ponctions sur nos salaires. Le ministre des Finances a rencontré le SAMES. C'est une bonne chose. Mais il faut que le ministre des Finances comprenne qu'il y a 2 organisations avec lesquelles il doit discuter.
Je pense que en fait, ce système, il ne marchera pas. Parce que les gens pensent que pour que ça marche, il faut discuter avec Ablaye et laisser Ousmane. Ça ne marchera pas. Les choses ne marcheront pas. Or, c'est des praticiens. Souleymane Diomane, je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat national des travailleurs de la santé, Sintras, affilié donc à la synthèse. Vous étiez notre invité, je vous remercie. Merci. Merci à Jo Marron et à son invité Souleymane Diomane. 22h54, c'est la fin de cette édition. Le rappel des principales lignes qui l'ont constituée. Jeudi 5 septembre 2019, il est 18h à Montpatimé à Dialambéré, c'est dans le département de Kolda. Le journal.